Alors, comme mes collègues de ce matin, peut-être même encore davantage, je me sens un brin imposteur par rapport à la thématique. Dans un premier temps, parce que moi non plus, avant d'être interpellée sur ce sujet, ce n'était pas une notion avec laquelle j'étais familière, mais de surcroît, comme je ne suis pas sociologue, mais plutôt travailleuse sociale, en général, je m'intéresse plus aux pratiques d'intervention qu'aux portraits des jeunes comme tels. Donc, j'ai choisi, pour aborder la question, de l'aborder à partir du cadre d'analyse qui, moi, m'interpelle ou pas. J'utilise quand je traite la question du travail de rue. Donc, mon champ de recherche porte principalement sur le travail de rue. Comme le travail de rue est une pratique d'accompagnement social qui travaille avec des jeunes qui vivent une large diversité de réalités, des jeunes plus ou moins en difficulté. On a couramment, dans le langage courant, de façon intuitive, toujours utilisé la terminologie des jeunes en rupture sociale pour décrire le public rejoint par les travailleurs de rue en disant que ces jeunes sont des jeunes plus ou moins en rupture sociale dans une sphère ou différentes sphères de leur vie. Donc, et m'inspirant régulièrement des travaux de Serge Pogam sur la question des liens sociaux, j'ai choisi aujourd'hui de partager, en fait, de résumer un peu le cadre d'analyse de Serge Pogam sur la question des liens sociaux et des ruptures de liens sociaux que peuvent vivre les jeunes, et de le coller un peu à la question des jeunes qui sont ni en emploi, ni à l'école, ni en formation. Donc, ça sera une présentation qui ne part pas justement de données de recherche, donc je vais un peu discourir sur le thème à la lumière d'un récent ouvrage dirigé par Serge Pogam, L'intégration inégale, force, fragilité et rupture des liens sociaux. Donc des concepts que je trouve assez opérationnels, en tout cas pour aborder différents aspects vécus au niveau des difficultés vécues par les jeunes. Donc avec quoi les jeunes NIF sont-ils en rupture sociale? Donc, comme mes collègues aussi l'ont dit ce matin, on a tous un peu réagi à la définition des jeunes comme étant, par exemple, ni à l'école. Donc, ça pose la question, quand on se préoccupe qu'ils ne soient pas à l'école, de quoi se préoccupe-t-on de ce qu'ils n'ont pas l'occasion d'apprendre? Du fait qu'ils sont ni en emploi, de quoi pense-t-on qu'ils sont privés en termes d'activité et d'acquisition? Donc, qu'est-ce qu'ils ne font pas et qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Et en formation, dans quel processus ne sont-ils pas s'ils ne sont pas en formation? Donc, c'est sûr qu'en étant ni ci, ni ça, ni là, où on attend que l'on soit, la question se pose, mais comment ces jeunes-là sont-ils reliés à la société si on part de l'idée qu'ils n'y sont pas sous cette terminologie-là? Donc, selon Serge Pogam, différents liens sociaux attachent les individus entre eux et à la société. Et il identifie particulièrement 4 sphères de liens sociaux qui attachent les personnes entre elles et à la société. La question des NIF pose le lien social d'emblée dans la sphère des liens sociaux de participation organique. Donc la définition NIF s'attache à la question du fait que les jeunes ne sont pas intégrés dans l'organisation et la division du travail telle qu'elle est structurée dans la société salariale dans laquelle on est. Il identifie 3 autres catégories de liens sociaux, donc la catégorie des liens de filiation, donc qui nous attachent à notre famille d'origine, à notre fratrie, à nos parents. Il identifie la catégorie des liens sociaux de participation élective, qui fait plutôt référence aux liens que l'on crée de façon plutôt volontaire, qui va nous attacher, par exemple, à un couple, à un conjoint, des liens d'amitié, des loisirs, l'entourage, la communauté, mais aussi les liens avec les réseaux sociaux secondaires que peuvent représenter, par exemple, les organismes communautaires vers lesquels s'orientent les jeunes. Et enfin, la dernière sphère de liens sociaux qu'il identifie est la sphère des liens de citoyenneté, donc qui fait qu'on appartient à la communauté politique dans laquelle on évolue, qu'on est considéré comme un membre de cette société et qu'on a de ce fait des droits d'accès à certaines institutions ou certaines protections qu'offre la société. Donc, partant de ce point de vue-là, pourquoi la question des liens sociaux est-elle pertinente et comment Pogam la déconstruit? Donc, Pogam suggère que les liens sociaux, d'une part, ont une première fonction de répondre à des besoins de protection, donc de protection face aux aléas de la vie, face aux difficultés qu'on peut avoir,
et face à la réponse, à la satisfaction des besoins de base des individus. Donc, les liens sociaux, dans un premier temps, ont une fonction de protection. Les liens sociaux ont aussi une fonction de reconnaissance parce que tout être vivant, ou en tout cas tout être humain, a un besoin pour sentir sa propre existence, pour construire son identité, d'exister dans le regard d'autrui, donc de bénéficier d'une forme ou d'une autre de reconnaissance. Donc, de son point de vue, c'est à la fois cette fonction de protection et cette fonction de reconnaissance que jouent les liens sociaux qui permettent de s'intégrer dans la société, d'être partie prenante de la société dans laquelle on vit. Selon lui, il pose la question du lien social et des ruptures sociales en identifiant que le fait de cumuler des liens sociaux dans les différentes sphères de liens sociaux que j'ai énumérés précédemment, donc le fait de cumuler des liens sociaux est bénéfique sur le plan de la protection, donc on augmente notre possibilité d'être protégé, plus on a des liens sociaux qui répondent à nos besoins et plus on éprouve un sentiment de reconnaissance dans ces différentes sphères de liens sociaux, ça contribue à une plus grande intégration. Donc, inversement, le fait de cumuler des ruptures de liens sociaux dans ces différentes sphères de vie risque de créer un certain déficit de protection face aux aléas de la vie, de l'existence, et aussi de contribuer à un déni de reconnaissance, donc à un sentiment que ce soit de stigmatisation, de rejet, d'isolement, et donc de ne pas avoir une valeur significative dans le monde dans lequel on vit. Donc, un concept quand même assez opérationnel, facile à manipuler, un peu pour examiner différentes dimensions des difficultés que peuvent vivre les jeunes. Donc, si on s'intéresse à la question soulevée par les NIF, donc qui pose la question de l'école, de l'emploi, de la formation, je disais en introduction que ça réfère directement à l'enjeu de la participation organique dans la division du travail. Donc, peut-être 3 dimensions que couvrent ces questions-là. D'une part, le fait de participer à la division, à l'organisation du travail, dans un premier temps, donne accès à être partie prenante de la sphère productive de la société. Donc, en ce sens-là, le fait d'occuper, d'avoir une occupation dans l'univers de la production au sein d'une société industrielle ou post-industrielle, mais une société où la notion du travail est une valeur prédominante, répond à un besoin majeur d'utilité, d'avoir une fonction au sein de cette société. Le fait aussi de participer ou d'avoir une place dans cette sphère-là de la société contribue aussi à pouvoir avoir une certaine position dans la hiérarchie des statuts sociaux et en ce sens-là d'avoir certains droits qui sont rattachés au fait d'avoir un statut, que ce soit un statut de travailleur, un statut d'étudiant ou un statut, par exemple, de chômeur mais qui bénéficie des prestations parce qu'il a occupé un travail et que c'est quelque chose de temporaire. Donc, ça répond à un besoin, dans un premier temps, le travail de reconnaissance à la participation de la production, mais aussi la reconnaissance d'avoir droit à certaines protections de la part de l'État-providence. Une autre sphère importante aussi dans une société comme la nôtre où on se valorise non seulement par ce que l'on fait, mais aussi par ce que l'on a, pas toujours par ce que l'on est, mais ça permet aussi une participation à la sphère consommatrice au sens où le fait de travailler ou de recevoir le fait de travailler, par exemple, nous permet d'accumuler des ressources qui vont nous permettre de consommer et donc de pouvoir participer aussi à l'idéal l'idéal social dans lequel on vit. Donc, si on... dans cette sphère-là, on vient d'identifier différents besoins auxquels que ça peut combler. Donc, si on reprend l'idée des liens sociaux versus des ruptures sociales, on pourrait dire que le fait d'être actif dans la sphère de la participation organique va permettre de répondre à des besoins de base, mais aussi de répondre à des aspirations, à des désirs de consommation matérielle. Ça peut nous rassurer parce qu'on a une certaine sécurité face au lendemain. On peut bénéficier de certaines assurances si on éprouve des difficultés. On peut avoir accès à différents services. On répond aussi à un besoin de reconnaissance en termes d'utilité, de sentiment de compétence, de statut social et de sentiment de pouvoir se développer éventuellement, d'avoir une certaine ascension sociale. Inversement, le fait de ne pas avoir un statut et une occupation dans cette sphère de la participation organique peut nous mener vers une pauvreté matérielle et à la précarité de nos conditions de vie
nous éloigner des ressources qui peut-être pourraient répondre à divers de nos besoins et nous embarquer dans une certaine dynamique éventuellement d'endettement et de difficultés croissantes. Aussi, comme c'est une valeur qui est prédominante dans notre société, bien, le sentiment d'inutilité, d'incompétence, le fait de ne pas avoir de place sociale qui est reconnue, peut créer un vide important en termes de sentiment d'existence sociale. Donc maintenant qu'on a vu un peu la sphère de la participation organique, l'intérêt de la lecture de Paucam, de lier différentes sphères, c'est de voir comment peut interagir ces différentes sphères de liens sociaux. Donc, dans un premier temps, j'aimerais porter attention sur l'interaction entre la sphère de la participation organique et la sphère de la filiation. Donc, comme certains l'ont dit tout à l'heure, on intègre dans la catégorie des NIF ou des NEET des jeunes qui ont des parcours de vie extrêmement différents, partant de jeunes qui ont peut-être le luxe de se permettre une période de vie sans occupation prédéfinie, à des jeunes qui sont plutôt en situation vraiment de survie. Donc, la sphère des liens familiaux, des liens filiaux, peut avoir une influence importante dans cette trajectoire-là diversifiée qu'il peut y avoir parmi les jeunes NIP. Si, par exemple, les liens sociaux au sein de la famille sont très forts, si on a un fort appui de la part de la famille, si on se sent accueilli, et que la dynamique relationnelle au sein de la famille permet un certain échange ou partage de pouvoir et de responsabilité, il est possible que cette période-là transitoire ne soit pas trop pénalisante dans le parcours de vie de la personne et que la famille soit relativement supportante, par exemple, pour permettre à ce jeune de vivre, de jeunesser pendant une certaine période. Donc, répondre à certains besoins qui ne sont peut-être pas comblés ailleurs, mais au sein qui peuvent être comblés au sein de la famille. Donc, si la famille est très liée, ce jeune peut avoir un certain encouragement, être soutenu, être peut-être même appuyé financièrement pour vivre cette période de vie transitoire sans trop de souffrance. Inversement, si au sein de la famille, les liens sont plutôt tendus, difficiles, brisés, le rapport à l'absence de travail ou à l'absence de statut social risque d'être beaucoup plus pénalisant. Donc, en ce sens-là, on peut le fait de manquer de ressources, le fait de ne pas avoir de statut de travail, peut faire en sorte qu'on reste dans la famille, mais par obligation, non pas par choix, et donc de développer une dépendance à l'appui de la famille qui soit plutôt aliénant au lieu d'être quelque chose qui est supportant. Ça peut aussi être source de différentes difficultés, de tensions, de blocages, de conflits au sein de la famille si le stress économique est aussi partagé par les autres membres de la famille. Donc, ultimement, des difficultés d'intégration sociale, des difficultés d'insertion sur le marché du travail peuvent être amplifiées par les difficultés familiales ou peuvent contribuer à alimenter des difficultés familiales si ça fait en sorte que le jeune devient un poids pour sa famille. Si maintenant on croise la question de la participation organique avec la question de la participation élective, on peut penser que si un jeune a des liens sociaux qui sont dynamiques et vivifiants au niveau de ses liens de participation élective, par exemple s'il est impliqué dans des activités bénévoles, s'il est impliqué dans son voisinage, s'il y a des relations d'amitié qui sont satisfaisantes, donc il peut développer en dehors de la sphère du travail ou de l'école des liens de coopération, des liens d'entraide, donc on a énuméré différents exemples, donc des expériences partagées entre pairs, par exemple, ou avec des acteurs de la communauté, qui vont combler certains besoins qui autrement auraient été comblés dans la sphère de la participation organique. Donc, il y a différentes stratégies en dehors de la participation au monde du travail, de répondre autant à des besoins de base, par exemple en développant des stratégies de coopération, qu'aux besoins de reconnaissance, ou il y a d'autres sphères où on peut développer recevoir de la reconnaissance pour les réalisations qui soient menées en dehors de la sphère du travail. Inversement, si les liens de participation élective soient difficiles, tendus, rompus, ça peut créer des situations beaucoup plus difficiles. Par exemple, si on prend des exemples de femmes qui se retrouvent sans emploi, sans diplôme et qui dépendent financièrement d'un conjoint qui n'est pas nécessairement aimant, donc, ça peut maintenir des personnes dans des situations vraiment de dépendance aliénante, que ce soit vis-à-vis d'un conjoint
ou vis-à-vis de gens qui sont autour d'eux. Aussi, le fait de ne pas avoir de ressources financières peut avoir un effet d'entraînement dans d'autres dimensions, par exemple la vie sociale. Le fait de ne pas avoir de ressources, de ne pas pouvoir se déplacer, de ne pas avoir accès à des loisirs, peut nuire aussi aux liens de participation élective. Donc, tout l'effet d'une sphère de lien sur une autre dimension. Et évidemment, toutes les dimensions d'isolement qui peuvent être ressenties, de solitude, dont parlera davantage Cécile. Parfois aussi, les liens de participation élective peuvent être un espace compensatoire pour la frustration de ne pas pouvoir s'insérer socialement. Donc, parfois, le fait qu'on n'ait pas de statut comme travailleur qui soit valorisé, on peut se réfugier dans les liens d'amitié, par exemple, avec des bandes plus délinquantes ou plus déviantes et se donner des stratégies à la fois pour acquérir des ressources et aussi pour se valoriser à travers cette dimension. Enfin, sur la question du lien de citoyenneté, donc dans la mesure où on est reconnu socialement et que la société nous offre des opportunités d'être considérés dans notre dignité humaine, on peut maintenir un certain lien avec les services dont on a besoin, on peut obtenir certaines protections et ressentir une légitimité de demander de l'aide. Dans la mesure où vraiment on se sent moins que rien ou qu'on nous fait sentir moins que rien dans les institutions, on peut ne plus sentir la légitimité de demander de l'aide et même craindre éventuellement de demander de l'aide parce qu'on peut penser que demander de l'aide, c'est se soumettre à des contrôles et à des pénalités dont on n'a pas besoin. Donc, ultimement, on peut être confronté à un sentiment de stigmatisation, de profilage, de déshumanisation et éventuellement même d'être inscrit dans des parcours où nos pratiques de survie, nos pratiques compensatoires peuvent nous mener vers, par exemple, la judiciarisation de notre quotidien si on occupe, par exemple, l'espace de la rue. Donc, pour résumer, on pourrait dire que c'est différentes. Le fait de ne pas avoir un statut dans la société sur cette dimension de la place dans le travail peut nous amener dans une situation de dépendance, que ce soit la dépendance envers des sources d'aide, que ce soit la dépendance envers nos proches, et ça peut nous mener par différentes trajectoires de débrouille ou de déviance pour répondre aux besoins. Ça peut nous mener éventuellement, quand on cumule ces différentes ruptures sociales, ça peut nous mener aussi à un sentiment de rupture symbolique avec le monde dans lequel on vit, parce qu'on n'a plus rien qui nous attache à la société ambiante. Pour résumer encore plus rapidement, donc on pourrait dire que ça touche le statut NIF, plus on cumule des ruptures sociales dans les différentes sphères que j'ai énumérées tantôt, ça peut atteindre la capacité de se sentir affilié à la société dans laquelle on vit. Ça peut atteindre notre capacité de se construire notre identité et aussi bloquer notre chemin dans le fait de se faire une place dans la société. Là, je vais vraiment vite parce que je vois que j'avais vraiment trop d'acétate. Donc, pour résumer encore, la position de Pogam, il donne un certain continuum sur les types d'intégration sociale dépendamment du degré de rupture des liens que l'on vit. Donc, on peut passer d'une intégration assurée, qui serait peut-être le modèle des jeunes universitaires qui temporairement prennent un break de leurs études parce qu'ils peuvent se le permettre, parce que leur intégration est assurée, jusqu'à une intégration qui est plutôt fragilisée, où on ressent une frustration parce qu'on aimerait faire partie de ce monde, mais on n'y a pas notre place, à une intégration compensée, où on dit on n'aura jamais notre place dans ce monde, donc on en créera un parallèle, par exemple par la déviance, ou encore à une intégration marginalisée, où vraiment on est mis un peu en situation de survie, par exemple chez les jeunes qui cumulent des déficits de relations dans toutes les sphères que j'ai énumérées. Vite. Ça soulève peut-être un autre cadre théorique, mais qui rencontre celui-ci, toute la question de la construction identitaire. Donc, il met en tension l'identité qui nous est assignée, le rôle qu'on attend de nous, qui est être un étudiant, un travailleur, versus l'identité peut-être que nous-mêmes, on souhaite. Peut-être qu'on veut aussi être travailleur, mais peut-être pas comme les autres voudraient qu'on soit. Et à l'identité de nos propres réalisations réelles, l'identité qui est engagée, donc ce qui nous construit à travers nos actes. Je saute ça ici. Donc, pour en venir à l'intervention en 1 minute et demie, donc pour être capable de comprendre
et d'intervenir auprès des jeunes mis. Ça nous demande de croiser à la fois une lecture structurelle, comme le nommait Patricia tout à l'heure, l'importance de considérer les enjeux structurels qui peuvent mener dans des trajectoires de marginalisation, et considérer aussi des dimensions plus subjectives, donc la trajectoire des personnes dans leur relation à ces différents éléments structurels qui ne sont pas vécus de la même façon pour tous les jeunes. Et ici, on va laisser faire. Donc, quelques pistes peut-être sur ces différentes sphères. Donc, voilà. Merci.